J'ai le plaisir de recevoir le professeur Nicolas Danchin à l'achat à la Nouvelle-Orléans, donc pour parler donc de l'étude Précision qui a évalué donc l'intérêt de l'utilisation de l'inhibiteur de COX-2, le célocoxib, par rapport aux autres INS. Donc voilà, donc les INS, on sait que donc c'est des inhibiteurs des cyclooxygénases, à la fois de type 1 et de la type 2. Il y avait déjà eu des études antérieures qui avaient étudié les inhibiteurs spécifiques de la COX-2, qui je le rappelle, c'est la voie pathologique des cyclooxygénases, qui était assez décevante. Donc là, ils ont étudié donc, le célocoxib, qui est un inhibiteur de COX-2, et comparé à deux autres molécules. Qu'avez-vous pensé de cette étude ? Alors, c'est une étude qui a été présentée par Steve Nissen. Historiquement, Steve Nissen, c'est le pourfendeur des glitazones et c'est véritablement quelqu'un considéré comme une sorte de terreur par les industriels du médicament. Et ce qui est original ici, c'est qu'il s'est attaqué à une autre question extrêmement débattue, extrêmement conflictuelle dans le domaine du médicament et de son interaction avec la cardiologie, qui est celle des COX-2 inhibiteurs. Il faut se rappeler qu'il y a un médicament, le Vioxx, qui a été retiré du marché parce qu'on pensait qu'il y avait un excès de risque d'infarctus du myocarde avec ce traitement. Et il reste des inhibiteurs de COX-2 sur le marché, dont le célocoxib, mais très régulièrement voit ressurgir des interrogations sur le risque cardiovasculaire inhérent à ces traitements, alors même qu'on a des interrogations aussi sur les autres INS. Et donc là, l'idée qu'il a eue, c'était d'essayer non plus d'utiliser des bases de données comme ça a pu être fait dans le passé, avec des résultats qui allaient, il faut bien le dire, un peu dans tous les sens, tantôt qui montraient un effet paraissant délétère, tantôt des effets qui paraissaient neutres. Là, il a vraiment voulu faire une étude randomisée, et pas une petite étude randomisée, puisqu'il a randomisé 24 000 patients, donc 3 groupes de 8 000 à peu près chacun. Un groupe, c'est l'inhibiteur donc l'inhibiteur du COX-2, un groupe avec du naproxène et un groupe avec de l'ibuprofène. Tous ces patients étaient des patients qui étaient soit des patients athéroscléreux connus, soit des patients à profil de risque cardiovasculaire élevé, et ils avaient tous une indication pour avoir un traitement au long cours par un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et l'étude donne des résultats relativement impressionnants dans le sens que tout est favorable finalement au célocoxib par rapport aux deux autres, l'ibuprofène et le naproxène, sachant aussi que dans le mode de pensée qu'on a, on a tendance à penser que c'est le naproxène qui est le plus sûr des anti-inflammatoires. Bien là, il y a peu de différence entre le naproxène et l'ibuprofène, et le célocoxib se distingue en étant meilleur, à la fois sur le risque cardiovasculaire, mais sur l'ensemble du tableau, y compris le risque digestif, etc. Avec une supériorité ou c'était... ils n'ont pas pu... Mais la vraie question, la vraie méthodologie, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que je crois vraiment qu'au terme de cette étude, à la dose utilisée, qui était une dose maximale de 200 mg par jour, on n'a pas d'inquiétude particulière à avoir par rapport aux autres anti-inflammatoires. Ça ne veut pas dire que par rapport à un placebo, mais ça n'a pas la même fonction. Donc c'est vraiment pour les gens qui en ont besoin. Là, je pense qu'on peut être très rassuré de ce côté-là. Dire maintenant avec certitude c'est mieux, je pense que c'est très difficile pour des raisons de méthodologie qui ont été très bien discutées ensuite par Elliot Antman, qui a vraiment remis en perspective l'essai, en particulier en insistant sur le fait que dans le bras célocoxib, ils avaient cloisonné la dose à 200 mg. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas passer au-delà. Donc s'ils avaient besoin de passer au-delà, il fallait qu'ils changent éventuellement d'anti-inflammatoire. Tandis que dans les autres groupes, ils pouvaient monter la dose assez fortement. Alors la justification de ça, c'était de dire la dose enregistrée maximale pour le célocoxib, c'est 200 mg, donc on ne peut pas se permettre de dire aux gens d'aller au-delà, mais quand même, il y avait du coup un déséquilibre entre les groupes. La deuxième raison aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de patients perdus de vue, de mémoire, je crois que c'est 27%, ce qui paraît énorme dans une étude cardiovasculaire, mais ce qui est faible
ou en tout cas admissible dans des études qui évaluent des médicaments comme les anti-inflammatoires. C'est vraiment des pathologies très différentes qui ne sont pas considérées comme des pathologies entre guillemets mortelles auxquelles on s'attaque, et donc il y a plus facilement des pertes de vue. Et puis il y a beaucoup de patients également qui ont interrompu leur traitement à un moment donné, avant l'heure si je puis dire. Et donc du coup, c'est très difficile là encore d'avoir des conclusions absolument définitives. Mais inversement, ça répond à un objectif pragmatique. On sait que les anti-inflammatoires, même si les gens partent pour un traitement au long cours, très souvent, il va y avoir des phases d'interruption du traitement quand les gens se sentent mieux, etc. Et donc, du coup, je pense que ça reflète la réalité des choses malgré tout. Donc, moi, je pense que c'est une étude extrêmement intéressante, qu'elle lève l'hypothèque dans une très large mesure du risque cardiovasculaire plus grand que pourraient avoir les inhibiteurs de COX-2. Donc ça, je pense qu'on évacue ce risque-là dorénavant. C'est vrai que ça avait très mauvaise presse. Oui, ça avait mauvaise presse, alors que ce sont de bons anti-inflammatoires par ailleurs. C'est des médicaments qui marchent bien. Et donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qui apporte vraiment des données. Le dernier point aussi, c'est qu'on a là une étude randomisée, bien faite en dépit d'un certain nombre de limitations, qui aboutit à des conclusions qui sont finalement quand même plus tranchées que ce qu'on peut avoir simplement par l'examen des grandes bases de données administratives, où le risque d'essayer d'avoir des informations de type causalité, c'est-à-dire tel médicament entraîne tel effet, est grand, alors que même avec des techniques d'ajustement statistique sophistiquées, c'est très très difficile, et même, pour dire la vérité, on ne peut jamais conclure de façon formelle à partir d'études d'observation. Donc là, dans un domaine difficile, il fait une étude de 24 000 patients pour essayer de répondre à cette question, et je pense qu'il y répond malgré tout assez bien. Bravo.